On va maintenant passer à l'exposé suivant avec Pascal Boulanger. Alors, Pascal est boulanger, également docteur en physique, issu également du CEA. Décidément, le CEA fournit beaucoup d'entrepreneurs dans ce domaine. Et j'ai rencontré Pascal de très nombreuses fois, dès 2015 dans son laboratoire de Rousset, qu'on a vu grandir, ensuite au CES plusieurs fois, à Vivatech. On a suivi de près les évolutions de Nawa Technologies. Attendez-vous à être surpris par ce prochain exposé sur les batteries du futur. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, Christophe, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir continuer l'histoire avec toi. Et merci pour le sujet, parce qu'effectivement, en 16 minutes, les batteries du futur, c'est un gros challenge. Mais je vais essayer de vous présenter un panorama de différentes technologies de batterie. Et ensuite, après, je finirai par présenter Nawa Technologies. Et pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait, je vais être assez court sur Nawa. Donc, si je comprends bien, pof, ça commence comme ça. Voilà. Donc, parler des batteries du futur, c'est parler de plein de choses. Il y a plein de technologies de batteries différentes. Je n'entrerai pas dans le détail de la chimie, mais ce n'est pas les mêmes batteries pour les avions, ce n'est pas les mêmes batteries pour le réseau, pour les satellites, pour les voitures, pour les power tools, pour l'outillage, etc., etc. Donc, les batteries du futur, c'est vraiment, en termes technologiques, c'est un monde à part. C'est vraiment un domaine assez innovant et qui a vu de nombreux développements depuis les dernières années, avec en particulier l'invention de la batterie lithium telle qu'on la connaît aujourd'hui en 91. Mais les premières batteries ont été inventées par Volta et la première batterie rechargeable par un Français. Et la France est très très bonne dans ce domaine. L'école d'électrochimie française est une des meilleures du monde. J'arrête pas de le répéter. Et il faut que nos petites startups arrivent à être les meilleures du monde, parce que pour l'instant, on est un petit peu loin. Alors, le marché des batteries, on en a déjà parlé, lors de la première présentation. C'est un marché en pleine explosion, essentiellement grâce à la transition du véhicule électrique. Il y a 10 ans, 80% des batteries étaient utilisées dans les téléphones portables et les ordinateurs. Aujourd'hui, 80% des batteries vont être utilisées dans les véhicules électriques. Et vous voyez bien qu'il y a une grosse différence. Dans un téléphone portable, vous avez une batterie qui est toute petite. Dans un véhicule, vous avez 4000 fois plus de batterie que dans un téléphone portable. Donc le marché est en pleine explosion, tiré par le véhicule électrique et en particulier par l'industrie automobile. Donc l'indépendance de l'industrie automobile, on parle d'un certain nombre de gigafactories, ça a déjà été mentionné. Une étude de la Commission européenne montre qu'effectivement, pour transitionner, pour switcher complètement la production de véhicules européens au niveau électrique, en véhicules électriques, il faut entre 45 et 95 gigafactories. Donc ce matin, Jérôme Tucher présentait 35 gigafactories. Bon, après, c'est à voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est gigantesque. En France, il n'y a que 3 projets aujourd'hui qui sont en démarrage, et au niveau européen, on est à même pas une vingtaine de projets réels. Donc c'est énorme. Mais pour faire des batteries, c'est pas simple. C'est vraiment une cuisine, et il y a énormément d'enjeux et de contraintes. La première, c'est évidemment réduire la pollution atmosphérique, avec en particulier la réduction des émissions de CO2 du monde du transport, des véhicules particuliers qui sont les principaux pollueurs. Ensuite, après, des camions. On va trouver un petit peu la zone de friction entre les batteries et l'hydrogène. Et donc ça, c'est le premier élément, et tout le monde veut aller vers là. Mais pour faire ça, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes de management de l'énergie, parce que dans une voiture... dans une voiture thermique, aujourd'hui, le rendement global d'un moteur thermique est assez mauvais. On est aux alentours de 30 à 50% pour l'ensemble de la chaîne du moteur thermique. Pour l'hydrogène, c'est encore pire, si on considère en particulier l'électrolyseur. Les électrolyseurs pour fournir de l'hydrogène et les piles à combustible pour transformer l'hydrogène dans l'électricité. Les rendements sont encore plus mauvais. Le seul rendement qui est vraiment très intéressant, c'est le rendement d'un moteur électrique, inclus le rendement d'une batterie, qui est de l'ordre de 90%, et un moteur électrique a un rendement relativement intéressant. Donc c'est vraiment très intéressant d'aller dans le domaine des véhicules électriques.
par le biais du rendement. Les problèmes, on a de gros problèmes au niveau de la ressource, on en a déjà aussi parlé ce matin, sur les métaux rares, les terres rares. Alors il n'y a pas beaucoup de terres rares dans les batteries. Ce qui est rare dans les batteries, c'est pas vraiment les terres rares. Ce qui est rare dans les batteries et ce qui va être rare demain dans les batteries, ça va être le manganèse, ça va être le cuivre. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne suis pas sûr que mes petits-enfants puissent voir ce que c'est qu'un fil de cuivre, parce que la production de cuivre, la durée de vie aujourd'hui des ressources de cuivre telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est à peu près une cinquantaine d'années, entre 30 et 50 ans, donc c'est vraiment très très court. Et puis, bien entendu, énormément de problèmes environnementaux. On parle du cobalt qui va être de moins en moins utilisé dans les batteries, mais le cobalt pose des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux, des problèmes d'exploitation des enfants, etc., etc. Tout ce qui est mine pose d'énormes problèmes. Donc, il y a toute une révolution à faire aussi à ce niveau-là pour fabriquer des batteries propres, ce que tout le monde veut. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une batterie ? Une batterie, c'est assez simple. Vous avez une électrode positive, une électrode négative. Vous avez un petit séparateur qui se trouve entre les deux, un séparateur poreux pour permettre de passer des charges électriques qui, suivant le type de batterie, peuvent être soit des électrons, on parle à ce moment-là d'un condensateur, et c'est ce qu'on a dans les circuits électroniques. Ça peut être aussi des ions, à ce moment-là on parle soit d'un supercondensateur, soit d'une batterie au lithium, si les ions sont des ions lithium, etc. Il peut y avoir différents types d'ions. Aujourd'hui, c'est le ion lithium qui est dominant dans ce domaine-là. Donc vous avez une électrode positive et une électrode négative. Une électrode qui utilise aujourd'hui essentiellement des matériaux qui ont du lithium à l'intérieur, comme du nickel, du manganèse, du cobalt, ou alors du fer, du phosphate. Il y a différentes technologies, je ne rentrerai pas dans le détail. Et puis vous avez une contre-électrode qui est plutôt, elle, à base de carbone aujourd'hui. Donc le carbone est très utilisé dans les batteries, mais avec un carbone très particulier, un carbone graphitique, et qui est aujourd'hui l'élément limitant des batteries. Donc, pour faire des batteries, c'est vraiment de la cuisine. Et moi, je ne viens pas du domaine des batteries, et c'est une découverte pour moi, c'est vraiment de la cuisine. Il n'y a pas la théorie sur les batteries, et il en existe beaucoup, mais on ne sait pas modéliser une batterie, c'est un vrai problème. C'est une cuisine, il y a jusqu'à 20 matériaux différents, 40 critères de performance pour optimiser une batterie. Elle ne doit pas chauffer, elle doit durer, elle doit cycler, elle doit pas être en surtension, on doit équilibrer les différentes électrodes, etc. C'est très très compliqué. Il y a un projet qui s'appelle Batterie 2030 qui vise justement à proposer une roadmap pour les futures batteries lithium. Et la roadmap, je vous l'ai présentée ici. Aujourd'hui, donc, on est sur des matériaux relativement simples. Une électrode en graphite, une électrode en nickel, manganèse, cobalt, lithium, nickel, manganèse, cobalt. On appelle ça NMC, ou alors lithium fer phosphate, LFP. C'est des choses que vous allez voir, que vous connaissez certainement déjà. L'objectif, c'est de faire sauter le verrou de la faiblesse de la partie graphite et de remplacer le graphite par d'autres matériaux, et en particulier deux matériaux de choix énormes. Un premier qui est le silicium, qui est extrêmement répandu sur la croûte terrestre. 94% de la croûte terrestre est faite en silicium, du sable. Et puis le deuxième, c'est le lithium. Et le lithium en tant que métal, qui est le troisième élément de la classification périodique des éléments, donc très très léger et très réactif. Donc voilà les progrès, la vision un petit peu de cette roadmap batterie lithium, avec derrière réfléchir à des batteries, ce qu'on appelle des batteries post-lithium, donc des chimies qui n'utiliseraient pas le lithium, on y reviendra tout à l'heure, en changeant les ions, en mettant d'autres types d'ions, phosphore, calcium, sodium, manganèse. Il y a plein de possibilités. Mais chaque technologie va avoir son avantage. Alors, je vais faire un petit zoom sur qu'est-ce que c'est qu'une batterie, la batterie de demain, telle qu'on l'imagine aujourd'hui. Donc, on peut soit, à la place du carbone, mettre un contenu de silicium important. Aujourd'hui, on est aux alentours de 5 à 10% de silicium. Alors, pourquoi le silicium ? Parce que le silicium a une capacité de stockage intrinsèque quasiment 10 à 20 fois plus importante que le carbone. Mais il a un gros problème, c'est qu'il gonfle quand on le charge. Le principe de fonctionnement d'une batterie, c'est qu'on va faire de l'intercalation ionique, c'est-à-dire qu'on va prendre les ions et on va venir les intercaler entre les plans atomiques des éléments de l'anode et des éléments de la cathode, de l'électrode positive et de l'électrode négative. Et donc, si on met du silicium, on va avoir une batterie qui va gonfler. Et ça pose un problème parce que
le composant, la matière des batteries actuelles, c'est essentiellement des poudres. Et il ne suffit pas de sortir de Polytechnique pour comprendre que quand vous avez une poudre qui gonfle, qui dégonfle, qui gonfle, qui dégonfle, après chaque cycle, à un moment donné, on va avoir des petits problèmes. On va avoir des problèmes de connexion entre les grains de la poudre, on va avoir des problèmes de conduction électrique, on va avoir des problèmes de conduction thermique, d'échauffement, ce qu'on appelle de l'échauffement du thermal runaway, on le voit de temps en temps dans des vidéos où des Tesla fument et explosent dans les parkings alors qu'elles sont à l'arrêt. Et ça va poser des problèmes de durée de vie. Au bout d'un certain temps, 1000 cycles, 2000 cycles, 10 000 cycles maximum, ben on aura perdu la cohésion de la poudre et on n'aura plus du tout de capacité de stockage. Donc ça, c'est un des gros problèmes des batteries, c'est qu'elles sont pas très bonnes aujourd'hui en conduction électrique, en conduction thermique et surtout en conduction ionique aussi, puisque comme ce sont des poudres, ben lorsque vous êtes si vous êtes une charge électrique, quand vous allez rentrer à l'intérieur, c'est un matériau vraiment poreux, un peu à l'image d'une éponge, ben pour trouver votre choix, pour trouver votre chemin pour pour que vous soyez absorbé sur le carbone ou sur la partie en face, eh ben, il va falloir que vous trouviez votre chemin dans un matériau très tortueux, très poreux, et c'est un long chemin, un long trajet avant d'être absorbé. La première idée, c'est de dire je vais remplacer le carbone donc par du silicium ou par du lithium métal. Gros avantage, je vais pouvoir diminuer énormément l'épaisseur de ce qu'on appelle l'anode. Et je vais utiliser le lithium à la fois comme la source du lithium dans ma batterie. Donc je ne vais pas avoir le lithium ailleurs, je vais utiliser le lithium métal comme source de lithium dans ma batterie. Ça va me permettre de diminuer énormément la taille de la batterie et donc d'augmenter ce qu'on appelle la densité énergétique, c'est-à-dire que je vais avoir une densité par unité de volume ou par unité de masse qui sera beaucoup plus importante au niveau de la batterie. Je pourrais mettre dans une voiture, je pourrais mettre moins de batterie, ou je pourrais mettre pour le même volume de batterie, je pourrais avoir une autonomie supérieure. Donc ça, c'est très intéressant. Le problème, c'est que le lithium métal, ben, c'est un matériau extrêmement dangereux. C'est pas stable à l'air, ça explose, c'est compliqué. C'est comme le magnésium. Enfin, il y a plein de petits cours en terminale où vous pouvez mettre une petite goutte de lithium sur de l'eau, ça explose, ça fait un magnifique feu d'artifice. Et c'est compliqué à fabriquer d'un point de vue industriel. Le leader dans le domaine, c'est Bolloré, c'est une entreprise française encore. Mais cette batterie, c'est vraiment le Graal pour les véhicules de demain. Et aujourd'hui, ce que les fabricants de véhicules essayent de faire, c'est en plus donc de travailler sur les matériaux, parce que les batteries, c'est essentiellement des matériaux, essentiellement de la cuisine de matériaux, c'est aussi de travailler sur l'intégration des cellules à l'intérieur de packs, de façon à ce que ce soit le plus condensé possible, de façon à ce que la gestion thermique des batteries soit la plus optimale possible. Une batterie, quand vous allez la charger ou la décharger, va avoir tendance à chauffer, donc il faut bien maîtriser la température d'une batterie. C'est un système qui ne fonctionne pas dans ces conditions optimales, donc il faut bien maîtriser la température des batteries. Et l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers ce qu'on appelle le cell-to-pack, où on a des packs qui sont de plus en plus condensés, comprimés, pour faire des voitures qui vont aller plus loin, parce que l'intégration des batteries vont être meilleure. L'étape d'après, c'est d'intégrer les cellules des batteries directement dans le cadre, dans la structure de la voiture, pour essayer d'utiliser le fait qu'une batterie soit solide. On va pouvoir essayer d'utiliser ces propriétés-là pour en faire une fonction un petit peu structurale dans les batteries. Donc ça, c'est l'objectif des fabricants automobiles d'ici 2027, 2028, 2030, d'avoir vraiment un châssis ou de la structure solide qui utilise la tenue mécanique des batteries. Donc, deuxième génération, derrière, en parallèle et dans le futur, des nouvelles pistes aujourd'hui arrivent avec l'utilisation d'autres matériaux que le lithium, comme le soufre par exemple, des batteries organiques, le potassium, le sodium, le magnésium. Le sodium, c'est un matériau tout à fait intéressant, c'est très très abondant. Ça fait des batteries qui sont moins énergétiques que les batteries lithium, mais qui peuvent être tout à fait intéressantes dans les applications au niveau des réseaux électriques, du stockage dans les réseaux électriques. C'est extrêmement intéressant au niveau impact carbone, parce que ça a beaucoup moins d'impact carbone que le lithium. Le sodium, il est disponible c'est le sel de la mer, et donc en termes de ressources, c'est vraiment intéressant.
Il existe aussi d'autres technologies de batterie qui sont plutôt des batteries de type afflux. Aujourd'hui, le problème des batteries, c'est qu'on a à la fois le carburant, on a à la fois le moteur et l'essence en même temps dans le même package. Donc l'idée, c'est de séparer un petit peu l'essence, de la mettre dans des réservoirs séparés et de faire le moteur uniquement quelque chose uniquement l'interface de production d'électricité. Donc uniquement l'électrode, l'interface de production d'électricité. Donc là, vous avez des batteries à flux avec deux réservoirs d'électrolytes qui vont circuler et qui vont être transformés en électricité. On se rapproche tout doucement du principe de fonctionnement d'une pile à combustible, en fait. Hein, c'est un peu la même chose. On a hydrogène, oxygène, et puis on a une membrane qui fait la production d'électricité. Bien. Si on veut améliorer les batteries, une autre piste, c'est aussi d'aller vers les nanomatériaux parce qu'on va pouvoir structurer la matière à l'échelle nanométrique et on va pouvoir permettre aux ions d'aller plus rapidement, de se déplacer plus rapidement à l'intérieur des batteries. Et c'est là que Nawa joue un rôle. On a développé depuis 2013 un matériau à base de carbone et de graphène qui permet justement, qui a une excellente conductivité électrique, une excellente conductivité thermique et qui a une structuration à l'échelle nanométrique qui permet aux ions d'aller beaucoup plus vite, 100 fois plus vite, pour aller à l'intérieur d'une batterie, de l'électrode et de se stocker. Je passe dans le détail, on est une spin-off du CEA, on a fait 3 levées de fonds et aujourd'hui on est en phase de faire une grosse levée de fonds avec des partenaires dans le domaine de l'automobile, mais aussi des partenaires dans le domaine du bâtiment, parce que ces batteries pourraient être utilisées aussi pour des applications dans les réseaux et dans les bâtiments. On est le leader mondial de la production de ce matériau. C'est un nouveau type de carbone qui est utilisé sans mine. On utilise le CO2 de l'atmosphère transformé par les plantes sous forme d'huile végétale pour produire nos nanotubes de carbone verticalement alignés. On est le leader mondial. 99,9% de ce matériau est fabriqué à Rousset. En termes de souveraineté, c'est plutôt pas mal. Voilà, et puis c'est un matériau qui permet de faire énormément de choses en fonction de la façon dont on l'utilise et de la façon dont on va le travailler et de la façon dont on va le mélanger avec un électrolyte, liquide ou solide. On va pouvoir faire différents types de systèmes de stockage d'électricité. Soit des supercondensateurs, ça a été le premier produit développé par Nawa qu'on est en train d'industrialiser aujourd'hui. On cherche en 2023 un site de production pour monter une usine et je pense que ce serait intéressant qu'on puisse discuter un peu plus en avant parce qu'on cherche des partenaires pour monter des usines. Mais on adresse aujourd'hui la problématique des batteries lithium pour les véhicules électriques, plutôt en phase de R&D, avec des objectifs très importants, en particulier résoudre certains problèmes de la fabrication pour du lithium métal. Voilà, et puis dernier petit point, parce que c'est un point quand même important, on a discuté beaucoup avec Christophe, on a démontré que ce matériau-là pouvait être utilisé en combinaison avec des matériaux composites pour faire vraiment des batteries structurales. On a fait des réalisations, des démonstrateurs où on a des matériaux composites, donc par exemple des planches avec des batteries intégrées à l'intérieur. Des petits dispositifs, vous avez un matériau composite avec une batterie à l'intérieur pour des avions, pour des drones ou des choses comme ça. Donc on va éliminer les batteries, on va les intégrer dans les structures. C'est ça la batterie de demain. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai un peu dépassé mon temps. Merci beaucoup Pascal, très intéressant. Nous sommes allés mi-septembre au MIT et on a notamment visité le MIT Nano avec le professeur Bulovich on a vu qu'ils étaient en train de produire des cellules photovoltaïques qui pèsent 150 grammes par mètre carré, donc extrêmement léger. J'imagine que tu es candidat à être le réceptacle de ce nouveau dispositif. Oui, alors effectivement, notre matériau, celui que je vous ai montré, l'image de microscopie électronique, c'est ce qu'on appelle des tapis de nanotubes de carbone alignés. C'est des milliards de nanotubes de carbone qui sont tous verticalement alignés comme ça, parallèles. Des milliards autant que de neurones qu'on a dans notre cerveau ou d'étoiles qu'il y a dans la Voie lactée. Et c'est un excellent support de catalyseur. La difficulté, c'est que Nawa, on est une petite start-up, on est une toute petite entreprise. Bon, on a bien travaillé, on est 70 personnes maintenant, mais on ne peut pas tout faire. Donc on doit se focaliser sur un certain nombre de domaines applicatifs. On a vraiment choisi le stockage de l'électricité, mais si j'ai des industriels qui veulent nous rejoindre pour développer ça, moi je prends avec plaisir. Des questions dans la salle? Johnny Clateau de Colas. Johnny. Spécialiste des batteries. Oui, mais je...
Bon, du coup, merci beaucoup Pascal. Déjà, merci d'avoir félicité l'école électrochimique française parce que venant de chez Tarascon et Michel Armand, finalement, ça me parle beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, on en a déjà parlé, ces tapis de nanophiles, mais c'est quoi le surcoût par rapport à un carbone graphite normal qu'on va trouver dans une batterie? Et deuxième question aussi, est-ce que tu as testé avec les batteries sodium qui sont extrêmement prometteuses? Oui, merci. Donc, on travaille énormément sur le coût de fabrication, hein, et on travaille aussi sur les procédés et sur la transition de nos procédés vers des procédés verts. Pour faire des tapis de nanotubes de carbone alignés ou faire des tapis de nanotubes de carbone, c'est très simple. Il faut des sources de carbone, de l'hydrogène et de l'aluminium. C'est très simple. On utilise de l'aluminium recyclé aujourd'hui. On utilise de l'hydrogène quasiment vert aujourd'hui, des électrolyseurs alimentés par énergie nucléaire. Mais demain, on va essayer d'aller vers des solutions plus vertes qui ont été proposées par mes collègues précédemment. Et il faut des sources de carbone. Les sources de carbone qu'on utilise et c'est vraiment la spécificité de Nawa, ce sont des huiles quasiment alimentaires, donc très très peu chères. Donc en fait, le coût de fabrication, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de montrer, est aujourd'hui très peu cher. On va être au niveau... Pour pouvoir être compétitif dans le monde des batteries, il faut que le coût soit le moins cher possible. On va être inférieur. Alors on ne peut pas se comparer à des coûts au gramme ou au kilo de carbone, etc. Donc le coût du carbone, c'est 35 € la tonne, hein, c'est vraiment très très faible. Mais nous, on a une structuration et on va travailler plutôt sur un coût au mètre carré. Donc pour ne pas se comparer et pas être une commodité de matériaux. Et être vraiment, le produit de Nawa, c'est plus une électrode ou un collecteur de courant que vraiment un matériau. Et en termes de coût, ce qu'on vise, c'est d'être en dessous l'euro par mètre carré. Quand j'ai démarré Nawa, on était à 1 000 € le centimètre carré. On veut viser en dessous l'euro par mètre carré. Et nos calculs montrent que c'est faisable. Merci beaucoup, Pascal. Merci de votre attention.